Néo-Rétro. Bonjour à tous, on continue le tour d'horizon des nouveautés Triumph avec cette nouvelle Speed Twin 1200 que la marque anglaise a présentée sur les superbes routes de l'île de Majorque. On est à l'est de l'île, du côté de Sa Calobra, les fameux virages de Sa Calobra avec une vue plongeante, une vue magnifique. C'est vraiment des paysages de rêve pour essayer cette Triumph Speed Twin. Qu'est-ce que cette Speed Twin a de nouveau avec ce vieux nom utilisé par Triumph dans l'entre-deux-guerres? Cette Speed Twin, c'est un peu une T120 à la sauce Truckstone, mais avec du moderne, c'est-à-dire que cette moto à la base de la T120 Triumph, c'est-à-dire un 1200 cm3. Le bicylindre parallèle de cette Speed Twin développe 97 chevaux, ce qui fait qu'à 2 chevaux près, elle n'est pas éligible au permis à 2. On prend la Triumph T120 et on en fait une machine plus moderne, plus sportive, notamment avec des suspensions un peu plus développées, avec on voit un échappement relevé, ça n'est plus les saucissons qu'on a sur la T120. C'est une moto qui reprend des codes un peu néo-rétro, un peu classique, emprunté à la Truckstone avec, vous voyez, les rétros en embout de guidon, avec notamment le bouchon de réservoir excentré type Monza. Triumph a apporté un soin très particulier et très important au réservoir. On a le choix entre 3 coloris, ce très beau coloris rouge, un coloris gris et un coloris noir. Donc cette moto est accessible à 12 900 €. C'est un tarif plutôt accessible pour un tel degré de finition. Au niveau électronique, elle dispose évidemment de l'anti-patinage avec 3 modes de conduite. Un mode rain en cas de pluie, évidemment, un mode normal, et puis un mode sport qui permet d'avoir une cartographie un peu plus agressive. On peut s'amuser d'autant plus qu'on peut chanter le contrôle de traction, l'anti-patinage, très facilement avec un appui sur le bouton I. Il faut aller chercher le mode on et il faut le mettre sur off avec un appui prolongé. C'est très simple. Au guidon de cette Triumph plutôt basse de selle, on a une facilité de conduite assez naturelle, c'est-à-dire que le centre de gravité est assez bas et les manœuvres à basse vitesse se font très facilement. On est rapidement à l'aise, le guidon est très ergonomique, la selle est plutôt confortable dès les premiers mètres. On a pu s'amuser sur les routes de l'île de Majorque où on a pu à la fois juger de la vitesse de pointe. On constate tout de suite que les rapports sont assez courts, c'est-à-dire qu'on arrive assez vite au rupteur sur le bicylindre 1200 de 97 chevaux. Ce moteur est très coupleux, ce qui fait que dans les petits virages et les lacets, elle reprend très bas et elle est très vive. Après, on arrive, je le disais, assez vite au rupteur parce que l'étagement des rapports est assez court, mais c'est très agréable sur les petites routes. Au niveau du châssis, de la partie cycle, on voit qu'il y a un nouveau bras oscillant en aluminium. Et bien c'est là peut-être les limites sportives de cette Triumph, c'est-à-dire que quand on tape un peu dans le sport, c'est-à-dire quand on se met en mode sport et qu'on commence à vraiment freiner fort, ce qu'on peut faire notamment avec ces freins Brembo, et bien la moto a tendance un peu à se désunir, hein. C'est un peu les limites d'une moto, on va dire basique néo-rétro, et puis on sent que l'avant engage un peu. Alors on ne sait pas si c'est dû aux pneus Pirelli, mais ces pneus Pirelli sont plutôt très très bons. Est-ce que l'accord des pneus et des suspensions fait que de temps en temps sur des virages un peu serrés la moto engage un peu? En tout cas c'est très sain à l'accélération comme au freinage. On s'est régalé sur les routes de Majorque et d'ailleurs on va continuer. Et puis on continue à apprécier aussi le très beau tableau de bord avec de l'alu brossé. La finition, on le disait, est très soignée sur cette Triumph. L'alu, on le retrouve aussi sur les garde-boue. On voit les petits soufflets qui rappellent un peu les codes du néo-rétro. Garde-boue avant-arrière en alu. Le très beau compteur avec compteur de vitesse à gauche et compte-tour à droite. Cette Triumph Speed Twin s'adresse à ceux qui veulent chevaucher une Triumph néo-rétro en ayant tous les agréments d'une moto moderne.
Salut à tous, on est en République tchèque à Brno et on est là pour réagir à vos plus et à vos moins de ce fabuleux Grand Prix. Beaucoup de spectacles, je pense qu'il y en avait plus avec les safety cars. Mais bon, victoire de Marquez, c'est dans les plus. J'ai pas de superlatif, enfin, je vais pas en donner 400 000 parce que sinon on va faire une vidéo de 2 heures. Mais qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour Marquez? Là, c'est compliqué. Plus de 60 points d'avance sur un circuit qui était censé aussi profiter au Ducati. Donc voilà, là il enchaîne une nouvelle victoire. C'est son 9e podium de la saison. Là, il est parti pour enchaîner un 8e titre en Grand Prix. Donc voilà, il faut maintenant que Ducati se reprenne s'ils veulent espérer se relancer dans la course au titre, mais ça reste d'être compliqué. D'accord. Dans les plus, il y a Miller. On parle de Ducati, mais Miller a fait une super course. Il finit sur le podium. Il était dans le coup depuis le début. Il a signé pour l'an prochain? Non, c'est ça, justement, c'est de bonne augure pour la suite. En tout cas, il a toujours pas signé, comme il le dit, il attend toujours le courrier dans sa boîte aux lettres. Mais ouais, 2e podium de la saison, après Austin. Donc ça reste une bonne performance. 2 Ducati sur le podium. La semaine prochaine, on arrive sur le terrain de jeu de Ducati en Autriche, donc que de bonne augure pour la suite. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à confirmer à Ducati de confirmer Miller pour la saison prochaine. Bon, on va voir ça. Dans les plus, Quartaro, Fabio, il a encore appris plein de choses ce week-end en des conditions particulières en qualif, même en course, avec ces petits changements là, et de retarder la course. Voilà, que du positif. Exactement, effectivement. Là on a eu un week-end un peu particulier, donc une première journée sur le sec qu'il a dominé, mais après la pluie qui est venue s'en mêler, qu'il a dominé, mais après la pluie qui est venue s'en mêler, une course retardée, des pneus nouveaux, beaucoup de choses à apprendre, mais il a réussi à terminer malgré tout premier rookie, à terminer à quelques encablures de Valentino Rossi. Il lui a manqué un petit peu parce qu'il a tapé un peu trop dans ses pneus en début de course, mais il aurait pu remonter sur Rossi. La passe d'armes qu'on attend entre lui et Rossi est toujours d'actualité, mais ça va pas tarder, on aura du spectacle. Ça devrait pas tarder. On veut du spectacle. Justement, là j'attaque les moins. Ça a été retardé cette course, ça a mis du temps. Ils auraient pu rouler sur le mouillé, non? Je sais pas, c'est quoi? On n'aura plus de course sur le mouillé? C'est quoi le délire là? Non, mais là c'était des conditions un peu particulières. C'est vrai qu'il n'y avait que quand on regarde les vues d'hélicoptère, le premier secteur qui était mouillé, une piste séchante. Les pilotes ont préféré, en tout cas, ont été sollicités pour cette décision. Ils ont préféré ne pas rouler dans ces conditions. C'est pas une décision qui a été prise unilatéralement. Les pilotes ont décidé également de ne pas rouler dans ces conditions. Donc pour la sécurité, je pense que c'était la meilleure solution. Je crois qu'ils avaient le temps, en fait, ils ont pris le temps pour regarder un petit épisode de la Casa del Papel. Voilà, je pense. Dans les moins, on a quand même Viñales, voilà, moi je comprends plus. Je te le dis, je sais plus quoi en penser, c'est comme ça. Voilà. Viñales, en fait, c'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué pour les Yamaha. On voit qu'il leur manque encore quelque chose face au Ducati, face au Honda surtout. Il leur manque du moteur, de la vitesse de pointe. Et là, ce dont a souffert Viñales, c'est de la motricité. Il a mis du temps également à venir doubler Bagnaia. Et donc, du coup, ça a conditionné la suite de la course. Donc, malgré tout, Viñales termine sur le podium en Allemagne. Il a fait quelques belles prestations cette saison. Donc, ça reste l'un des meilleurs représentants Yamaha. Donc, après, il faut. Il y a du boulot chez Yam. Il y a encore du boulot et on attend, en tout cas chez Yam, on attend le test de demain. D'accord. Dans les moins, on va terminer là-dessus. Petrucci, pas dans le coup ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé là? Un drame chez Ducati. Jeudi, le press officer de Daniel Petrucci, Luca Semprini, est décédé à l'hôtel durant la nuit et du coup ça a mis un froid dans le team Ducati. Donc c'est compliqué. Enfin, ça a été compliqué pour Petrucci de rouler ce week-end, comme il l'a dit à la presse italienne au début du week-end. Il y a des choses plus graves dans la vie que la course. Donc, peut-être ça, mais aussi le fait que les Ducati, il leur manque encore quelque chose. On l'a vu avec Dovi, pour aller chercher Marquez, même s'il l'a tenu en début de course, il leur faut encore quelque chose pour tenir. D'accord. Et on va se donner rendez-vous dès la semaine prochaine, dès le week-end prochain en Autriche. Merci à toi, Antoine. Et voilà, j'ai bien dit. Merci à toi, Tom. Ouais, je crois, Allez, salut à tous. Bisous. Ciao. Avec Randy Mamola, la légende des MotoGP, des Grands Prix 500, puis des MotoGP, qui est ici pour les super sprint avec une Indian surboostée qui s'appelle La Palusa. Hi Randy. Hello. How are you? Good to meet you. What do you think about this bike? So, just about the atmosphere and everyone's bike. You know, here it's completely different atmosphere than Grand Prix racing. But it's the same smile from the people because people love motorcycles. And this is a unique thing. And we always think of the past, how good the past was. And it's nice to see, obviously, the classic bike, the classic race bike,
and then machines that are built now, modern day bike, but for the free class and for the factory class. What do you think about the races that organize the Sultans of Sprint? So I think that if the track was a little bit longer, it would be okay. But you know, we have an area where we need to show the crowd what we can do. And this will be something special. Our last one will be in Glemsek near Stuttgart, which I think is 200 meters long. So it will just be another type of event. But if it's anything like it here, I'm really looking forward to it. So we're glad to have you here in France. Yes, the people here have been fantastic with me. You know, I retired from racing a long time ago, but I'm still very much involved with racing. Hero, you know? Yes, thank you so much. A stunter on GP 500. Yes, yes. So I won the French Grand Prix in '84 in Le Mans, so I have a good connection. Alors pour cette rubrique, c'était mieux avant. On va parler du fonds de sauvegarde du patrimoine du sport moto en France que la fédération vient de créer, et on accueille pour cela Jacques Bussillet, journaliste, auteur, qui fait partie de ce fonds, tout comme Jean-Claude Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Explique-nous un petit peu quel est l'objectif et comment fonctionne ce fonds, s'il te plaît. Moi, j'ai constaté que personne dans le monde de la moto, dans le monde du sport moto, avait pris comme objectif, avait l'objectif de tenter de sauvegarder le patrimoine du sport moto. Il y a des initiatives multiples, diverses, mais personne n'avait pris en charge, n'avait souhaité fédérer en fait ces multiples actions. Et en fait, je me suis dit que peut-être que la fédération pourrait s'en occuper, pourrait prendre ça en charge et pourrait donc réunir tous ces acteurs, toutes ces personnes, toutes ces associations, ces structures qui essayent chacune de leur côté de sauvegarder la mémoire du sport motocycliste. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce fonds, et puis on essaye donc de développer celui-ci et de permettre de conserver cette mémoire vivante, cette mémoire numérique, cette mémoire à travers des films, des vidéos, des livres. C'est bon, on sait que le patrimoine c'est extrêmement vaste, mais on va essayer de réunir les éléments les plus intéressants de celui-ci. Alors là, on a deux très beaux exemples de mémoire, puisque Jacques, toi tu as vécu les Grands Prix en même temps que Jacques Boll. Oui, tout à fait. Je crois que le déclic, Jacques, tu me couperas si je ne dis pas ça, le déclic Jacques a eu quand il m'a demandé de faire un livre sur les 100 ans de la fédération. Voilà. Et Jacques est un commanditaire exigeant. Et en fait, il m'a obligé à chercher beaucoup de choses. Par exemple, il voulait qu'on retrouve des portraits de tous les présidents de la fédération depuis qu'elle a été créée, et ainsi de suite. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de la difficulté que ça représentait, et surtout de l'importance de ce patrimoine, parce qu'on n'existe pas, j'ai envie de dire, sans savoir ceux qui nous ont précédés. Jacques, pour organiser cette mémoire, justement, tu t'appuies sur un collectif, enfin des différents administrateurs de ce fonds du patrimoine. Déjà des bonnes volontés, déjà des gens qui sont intéressés par la sauvegarde du patrimoine du sport moto, et j'en ai deux autour de moi, mais il y en a d'autres. Et puis bon, tu peux me dire qui Éric De Seine, par exemple. Éric De Seine, patron de Yamaha. Voilà, le patron de Yamaha Europe, qui fait partie de ces personnes qui souhaitent préserver l'histoire et le patrimoine du sport moto. La FFM était déjà partenaire de Bike 70, Jean-Claude. Et vous avez déjà, avec Francis Boutet, une énorme base de données sur ces archives moto. C'est une idée de Bruno Bonnehuile et de Francis Boutet qui ont créé en 1999 le site internet Bike 70, dont l'idée d'ailleurs du titre Bike 70 est Jean-Paul Boinet, pilote bien connu. D'accord. Voilà, donc, et puis j'ai rencontré Francis Boutet en 2006 exactement. Je l'ai rejoint parce que j'ai eu la chance de faire pas mal de documents filmés en Super 8, format un peu de l'époque. Et donc, sans préjugés, mais maintenant je m'aperçois que ces documents ont pris une certaine valeur. Donc c'était intéressant de faire partager avec le plus de gens possible, passionnés certainement. Et puis aussi François Gomis qui nous a rejoint, pilote aussi, dans les années 2010 à peu près. Bienvenue dans ce nouveau TechnoShop. Aujourd'hui on va parler kit Bluetooth avec la gamme Cardo 2019. Depuis 2004, Cardo développe des produits innovants pour offrir aux motards toujours plus de fonctionnalités embarquées. Le contrôle automatique du volume, le partage de musique, l'intercom DMC jusqu'à 15 personnes
peuvent discuter en même temps à plus d'1 kilomètre de distance. Voilà quelques exemples de ce que la marque américaine a pu introduire sur le marché. Cette année, c'est la qualité audio de leurs produits qui est au cœur de leur développement, avec la signature d'un partenariat avec JBL, une autre marque américaine spécialisée, elle, dans les enceintes haut de gamme. Les modèles Packtalk Bold, Packtalk Slim et Freecom 4+, reçoivent donc tous de tout nouveaux haut-parleurs, combinés à un logiciel spécialement développé pour maximiser leur performance. Cardo promet ainsi une expérience d'écoute jamais atteinte jusqu'à présent, que votre utilisation soit plutôt routière, urbaine ou autoroutière. Mais que les possesseurs d'anciennes générations de modèles Packtalk et Freecom se rassurent, ces haut-parleurs JBL seront disponibles en option, accompagnés de leur mise à jour pour avoir le logiciel qui permettra de profiter pleinement de leur qualité. Une qualité qui a un coût tout de même, comptez 339 € pour les modèles Packtalk, 259 € pour le Freecom 4+, et un peu moins de 100 € pour les haut-parleurs seuls. Pour notre rubrique Grand Prix, on reçoit un invité exceptionnel, Fabio Quartararo. Bonjour. Salut Fabio, merci d'être venu. Merci à vous. C'est sympa. Alors Fabio, super début de saison. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a fait un très beau début de saison. On a fait pas mal d'améliorations. Surtout à Jerez, on a réussi à faire notre première pole position et l'unique en MotoGP. Ouais. Et une très belle course. Aussi au Mans, je me suis senti super bien. Donc c'est vrai qu'on a fait un très beau début de saison. Et là, on est juste après le Grand Prix de France. Alors, départ compliqué, mais une remontada fabuleuse, hein. Oui, j'ai vraiment fait un rythme exceptionnel. Dommage que voilà, on est parti 10e. J'ai fait un très mauvais départ. J'ai perdu quelques positions, mais je me sentais super bien. Le rythme était très bon. Donc, on va essayer de continuer sur cette lancée. Alors, j'ai lu dans Motojournal, chez nos amis de Motojournal, que tu disais qu'à la mi-course, tu t'étais mis en mode qualif, vu que tu avais fait un mauvais départ, mode qualif, donc tu as débranché, ça a bien marché. Oui, c'est une marque moteur qui, on va dire, sur quelques virages, un petit peu plus de puissance. D'accord. Et normalement, je ne pouvais pas l'utiliser. C'est pas que je ne pouvais pas, mais ça aurait vraiment détruit les pneus. Mais je me suis dit, voilà, j'ai rien à perdre, je vais tenter. Et finalement, les pneus sont bien arrivés. Donc j'ai bien fait de mettre cette map et aussi voilà, pousser au maximum. Alors Antoine Méo est resté avec nous pour un autre champion. Superbe début de saison pour Fabio. Ah oui, c'est sûr, le passage en MotoGP, il est validé, là, on ne peut rien dire. Ouais. En plus, il a fait une pole, c'était magique. Nous, on suit ça de l'extérieur, il nous fait rêver tous les week-ends. Et chaque course passe, il évolue et il mûrit avec la moto. Donc, il faut continuer comme ça et c'est bien parti. Hein. Vous étiez déjà rencontrés? Ouais. On s'était rencontrés il y a un peu plus d'1 an déjà. On s'était rencontrés au Mans. Non, au Castellet. Au Castellet. Et on s'était revus au Mans. On s'était revus au Mans, donc voilà, c'est sûr, c'est super cool de connaître Antoine. Ouais. Alors c'est pas ta discipline, mais c'est toujours intéressant de pouvoir discuter, échanger avec un autre champion qui, lui, a 5 titres de champion du monde. Je te souhaite d'en avoir autant. Hein. Bon, on en a 5 avec tous les deux, donc. Ah oui. Ça... 5 parce que 5 titres en Espagne, c'est ça de vitesse. Hein. Non, 5 titres de champion du monde avec tous les deux. Tous les deux, on a 5 titres. 5 titres, ah oui. 5 et 0. Ça fait 5. Eh ouais, désolé, je suis pas. Il est bon, le petit, il est bon. Hein. Voilà. Alors, il anticipe. Il faut être bon en maths aussi, en assurance. Mais alors, AMV, Franck, vous aimez particulièrement les champions et vous les soutenez. Hein. Oui, mais je crois que ça fait partie de la marque de fabrique d'AMV. Toujours un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Par hasard, mais on a pris cette voie-là parce qu'elle nous plaisait. C'est vrai que des garçons comme Stéphane Peter Hansel sont restés 17 ans avec nous. Marc Coma a gagné 6 fois le Dakar avec nous. On a gagné, parce qu'on était très tout-terrain à la base, on a quand même gagné avec nos pilotes 12 fois le Dakar. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça veut dire en tout cas qu'on a la main heureuse. On a choisi... Antoine, à une époque, il a continué à faire des étincelles. Il y a quelques années, pas quelques années, mais il y a 1 an, on a rencontré Fabio, on a dit ça, c'est la graine de champion. Il progresse extrêmement vite et c'est ce qui va faire que demain, et pas après-demain, mais demain, il va gagner. Alors, apprendre, c'est vraiment là le début de saison, c'est la clé. Tu parlais de la difficulté des départs en MotoGP. Est-ce que là, tu as vu des choses encore Il a été dur ce départ au Grand Prix de France. Comment ça s'est passé?
quand on parle de la pole position, c'est beaucoup plus facile. Déjà, c'est beaucoup mieux. Et quand on était dans le peloton, c'est vrai qu'il y a énormément de pilotes. Et déjà, avant de faire le départ, il faut vraiment bien chauffer ses freins. Vu que c'est des freins en carbone, il faut vraiment les mettre en température. Mais c'est vrai que quand on arrive au Mans, on était énormément dans le deuxième virage. Donc c'est sûr qu'on arrive beaucoup plus vite qu'en Moto 2. Donc pour moi, c'est ça la plus grande difficulté qu'il y a entre la Moto 2 et la MotoGP. D'accord. Alors quel effet ça fait de rentrer à 304 km/h dans la Dunlop, parce que tu as été le plus rapide au Grand Prix de France dans la Coupe Dunlop? Je ne savais pas. Ah oui. C'est incroyable parce qu'aussi dans ce virage, il y a des petites bosses. Donc la moto guidonne un petit peu. C'est pas le top à 304 km/h un guidonnage, mais c'est vrai que la sensation est incroyable de voilà, la vitesse. On rentre avec pas mal d'angles. On prend les freins vers environ 300 km/h, donc c'est de l'amusement. Ça, 304 km/h, tu l'as pas encore fait en enduro. Hein. Non, je suis jamais à la de vitesse, je te garantis. C'est sûr. Bon alors, on parle technique, on parle apprentissage, mais alors AMV, le partenariat gagnant, je te le souhaite, mais il y a aussi de la convivialité, la fan zone au Mans, ça c'est un moment fort. Hein. Ouais, surtout cette année. Ouais. C'est vrai que la course à Jerez et la pole position a aidé. Et quand j'étais à la fan zone, c'était impressionnant. Voilà, on a écouté la Marseillaise. Alors voilà, je pense que voilà aussi Claude organise vraiment ça bien. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on va à la fan zone AMV. C'est toujours extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et puis alors, il y avait 15 000 spectateurs, hein, je crois, quand on tenait la Marseillaise. Mais il y a parmi tous ces spectateurs une fan particulière qui te suit, qui t'encourage. C'est Thérèse. Ouais, elle m'a même emmené les croissants. L'année dernière, elle m'avait promis, elle les avait pas. Ouais. Et cette année, elle me les a emmenés. Donc, ça fait toujours plaisir de la voir. Alors, Thérèse, 70 ans, il faut expliquer un petit peu. Hein, mais alors, c'est une fan et elle te pose des questions. Je crois même que tu as sa photo dans ton portable. Ouais, j'ai fait même une vidéo avec sa photo en fond d'écran. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une fan, on va dire, unique, qui était au Mans. Ça fait plaisir et c'est aussi marrant de la voir. C'est sympa. Mais alors, quand tu as un tel engouement du public, est-ce que ça rajoute pas de la pression dans ton Grand Prix national? Tout ça, c'est difficile quand on a 20 ans. Et alors maintenant, un peu plus de 14 jours, c'était l'âge que tu avais quand tu as détrôné Marquez de son record de plus jeune poleman. C'est pas difficile à gérer cette pression? On va dire, tous mes Grands Prix de France, ça a été super difficile. Mais celui-là, cette année, je pense que j'ai vraiment été bien entouré. J'étais tranquille, j'avais énormément de confiance avec la moto, avec le team. Et cette année, j'avais pas de pression. C'est juste un petit peu au départ, comme tous les Grands Prix. Mais cette année, j'étais super calme et j'ai réussi à faire un bon Grand Prix sans compter le départ. Pour ce Garage Prod, on va en prendre plein les yeux avec Romain, qui a des motos exceptionnelles dans sa concession. À commencer par cette F4 Massimo Tamburini qui me rappelle de très bons souvenirs parce que je l'avais essayé à Almeria en 2004. Parle-nous un petit peu de cette Tamburini. Le nom parle de lui-même. C'est donc une F4 qui a été sortie par MV en hommage à Massimo Tamburini. El Maestro qui l'a décidé. Voilà. Donc on va retrouver du magnésium, du carbone, de l'Alcantara, un petit peu partout, une série limitée qui aujourd'hui ne cesse de prendre de la valeur. On continue dans la gamme de motos exceptionnelles qu'on a chez ALR Motor 76 avec la Ago, la F4 Ago, hommage au deuxième maestro de la marque, Giacomo. Voilà, 37 étoiles sur le réservoir, parce que vraiment cette moto-là fait penser au palmarès de MV en course. Un hommage avec les couleurs qu'on retrouve sur les motos de Grand Prix des années 60-70 avec lesquelles il a tellement gagné. À côté, nous avons une belle moto noire, on change de couleur. Une F4 toujours. F4, donc CC pour Claudio Castiglioni à l'époque. Président et le fondateur de Cagiva, président de. Voilà, exactement. Décédé hélas. Donc ici, pareil, on a du carbone sur les coques, une sellerie travaillée, les premiers Brembo qui arrivent sur cette moto. Auparavant, on était sur du Nissin. Et voilà, édition limitée qui se vendait à l'époque aux alentours de 100 000 €, qui arrivait avec une montre, un blouson, un certificat d'authenticité. On va passer sur deux autres machines exceptionnelles, là qui font un hommage
à l'alliance MV Agusta et Mercedes AMG, puisqu'elles mettent en valeur le pilote de la marque et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, exactement. Alors là, on n'est plus sur une F4, on est sur la Brutale. On est sur une Brutale 800, donc une base de Brutale 800 RR, avec des éléments et une peinture vraiment spécifique aux versions Lewis Hamilton, donc ce rouge rubis, ce qu'on appelle nous le rouge rubis, les éléments anodisés, donc de trappe à essence à lever, les leviers, les bocaux, les protèges carter. Cette moto est au catalogue. Cette moto est au catalogue, contrairement aux autres, contrairement les autres qui sont exactement des anciens modèles. Quel prix? 24 144 €. 144 €, les 44 € sont importants parce que c'est le numéro de course. Exactement. De Lewis Hamilton. Voilà. À côté, on passe à la course à compétition avec des bracelets, toujours chez Lewis Hamilton, avec ce rouge rubis, c'est ça? Voilà, c'est ça, toujours rouge rubis, la même collection de pièces anodisées fixées un peu partout, les repose-pieds et un magnifique échappement titane ST Project qui fait un très gros son. Ah ouais, avec une seule sortie. Une seule sortie, ouais. Voilà, on n'a plus les 4 flûtes typiques de la F4, mais un seul échappement qui est très qui est censé être un pseudo pare-flamme, mais pseudo pare-flamme. D'accord. Voilà. On est curieux quand même, et quel prix c'est? 64 744 €. Je crois qu'il y a mieux encore. Oui, Mickaël, on a encore mieux. On a waouh. Ce bijou, vraiment, qui est la F4. Là, ça s'appelle Claudio, simplement. F4 Claudio. Claudio. Ça sera l'ultime F4. Il n'y aura pas d'autres F4 produites après cette série spéciale. Voilà, c'est ça. On pose la F4 pendant quelques mois chez MV. Et celle-ci, c'est tout ce que MV sait faire sur une moto. Alors, et celle-ci est en plus très particulière, celle-ci. Oui, c'est ce modèle-là, donc comme je te disais, c'est le seul et unique modèle au monde qui existe pour l'instant. Aujourd'hui. Elle va être produite à partir de quand? Elles seront produites à partir de cet été. Et tu as une idée de la quantité? 64 modèles. 64 modèles. Déjà tous vendus. Combien de chevaux quand même? On est curieux. 212 chevaux. Ouais, c'est pas mal. Hein on va faire avec, ça va être bien ça. Oui, je pense que ça fait. Elle n'est pas laissée celle-ci. Pas encore. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. Pour cette rubrique Web Atelier, on va parler électronique avec Cédric qui va nous expliquer le fonctionnement de la Tiger 1200 XCA qui est paramétrable sous toutes ses coutures. Cédric, montre-nous s'il te plaît. Tout à fait, donc déjà on va la mettre en route. Donc en effet, la Tiger 1200 XCA a 6 modes de conduite. À l'aide de ce petit joystick, en fait, on a un petit accès rapide au compteur. D'accord. On a un petit accès rapide, donc on va sur les suspensions. Donc il y a un petit ressort, c'est facile, il y a un amortisseur de dessinée, donc on sait de quoi ça parle. Et si on baisse en fait la souris vers le bas, on va tout simplement vers le mode le plus confort de la moto. Plus confortable, donc les suspensions plus souples. Plus souple, beaucoup plus souple en effet. Mais tu as aussi un mode tout-terrain, un mode off-road, parce que c'est un trail quand même c'est un très gros trail. Alors là après en effet, alors ça c'est dans les modes de conduite, comme je vous ai dit. Donc là on va rentrer dedans. Voilà, je vais les dire dans l'ordre. On commence par le mode rain, d'accord, mode pluie. On a un mode road, on a un mode sport, on a un mode. C'est la route qui tourne, le mode sport. Ouais, le mode sport, Génial. la route qui tourne. Off-road, donc on va des petites montagnes. Un off-road pro, carrément, si on a envie vraiment de faire glissouiller un peu plus la moto. Et un mode rider qui est totalement personnalisable. D'accord, le casque, c'est soi. On fait le casque, tout à fait. Donc les modes de conduite agissent sur 4 paramètres. Ils agissent en effet sur les suspensions, mais ils agissent aussi sur le traction control, ils agissent aussi sur l'ABS et un peu la cartographie. Mais aussi, en fait, alors, quand on dit en fait la cartographie, c'est plus sur la sensibilité de la poignée de gaz. La réaction à la poignée de gaz. La réaction à la poignée de gaz, réellement. Du coup, en mode pluie. Alors en mode pluie, en fait, la poignée va être moins sensible, d'accord. Donc même si on ouvre les gaz à fond, ça ne va pas réagir de suite. Est-ce que tu as touché un petit peu à ta puissance moteur aussi sur le mode pluie? Non, on n'agit pas sur la cartographie au niveau des puissances. On agit vraiment, voilà, juste. C'est vraiment la réponse. Voilà, juste la réponse. Par contre, le traction control lui va être beaucoup plus sensible, c'est-à-dire qu'il va détecter beaucoup plus rapidement si la roue arrière tourne plus vite que la roue avant. D'accord. Et dans ces cas-là, il va tout de suite dire stop à la moto, on va dire, et puis et du coup il va vous récupérer la moto si elle commence à glisser. Pour résumer, l'électronique, on peut
régler ses suspensions comme on veut assez facilement. Il y a quand même des petits dessins, des modes d'usine très bien faits. Très bien fait, tout à fait. Ouais. On a une sécurité à l'arrière, à l'accélération avec l'antipatinage, une sécurité au freinage de la roue qui n'a pas dérapé en virage parce qu'on a l'ABS qui est actif en virage. Ouais. C'est quand même un vrai progrès, il faut utiliser ça. C'est un vrai progrès. Donc pour ceux qui n'aiment pas le progrès, on a toujours le mode rider qui est totalement personnalisable où on peut enlever toutes les assistances. La moto. Voilà. Ça serait quand même dommage de se priver de tout ça. Si on a un doute, il faut aller voir son concessionnaire, lui en demander une explication et utiliser, c'est vraiment performant et ça permet de profiter de tout l'agrément et la technologie de la moto. Tout à fait, tout à fait. C'est l'heure maintenant du débat et c'est Mickaël Levivier, un essayeur moto qui nous a rejoint. Salut Mickaël. Salut David, salut Eric, salut Henri. Salut Mickaël. À quand un livre sur Suzuki, Mickaël? Dès qu'on me le demande, moi je suis prêt. Hein. C'est une marque que j'ai toujours aimée puisque j'ai eu dans mes premières motos de Suzuki. D'accord, parce que tu as écrit des livres sur Indian, Triumph, si ma mémoire est bonne. Alors, j'ai fait Triumph en premier, BMW et Indian, c'est en cours. Ouais, et puis tu as fait une petite incursion dans la voiture avec Porsche. Oui, on était voir des passionnés de 4 roues, mais il y a pas mal de motards chez les passionnés Porsche. D'accord. Ça reste du flat. Ça reste du flat, ouais. Les années 80 pourraient-elles supplanter les années 70 dans la mode? On a vu une publicité, Suzuki d'ailleurs, avec la culture de l'héritage Suzuki. C'est Jean-Georges Abraham qui était aux commandes de cette Suzuki et on va l'écouter sur l'héritage de Suzuki. Suzuki travaille beaucoup l'héritage de la marque, tout simplement parce qu'on s'appuie sur des modèles emblématiques. On parle de la Katana aujourd'hui parce qu'elle est en pleine actualité, parce qu'elle revient. On peut parler des GSXR qui sont sortis en 85, qui ont révolutionné le marché de la moto. La première moto avec un cadre en aluminium, la première moto qui faisait plus de 100 chevaux. C'est vraiment absolument fondamental. On peut parler des Bandits aussi, qui ont marqué quand même toute une génération de motards. Et si on parle de génération de transmission, si on, ne serait-ce que la famille Farsini, quand on voit la collection et l'amour et toutes ces magnifiques motos que possède le papa, on se dit que la transmission, elle est quand même faite de père en fils. Là, on a l'exemple parfait à Suzuki La Défense. Voilà, Jean-Georges Abraham de CHA, on se souvient de nombreuses publicités Suzuki. Il y en a qui t'ont marqué en Oh oui, quand j'étais petit, je me rappelle pour la GSXR 750 avec la grand-mère sur la GSXR et qui dit à la fin, elle tire un poil court. Un poil. Et ça, peu de monde l'ont compris, malheureusement, et alors que c'était vraiment les connaisseurs, surtout les pistards, ils adoraient. C'était un langage motard et dans la bouche de la grand-mère qui était en cuir de piste, c'était énorme. Dans le cuir de Kevin, je pense. Exactement. Ouais, et il a fait après la pub avec la vache en disant ouf sur le retrait de Kevin Schwantz en disant Kevin Schwantz annonce sa retraite et il y avait la vache aux couleurs du cuir de l'époque et qui dit ouf. Alors on revient au débat. On a pu rencontrer John Gauthier qui est dans les termes actuels un influenceur. John Gauthier, il tient un blog qui s'appelle 4h10, il organise des événements qui s'appellent le Midnight Garage. Et le Midnight Garage eh bien, s'inspire un petit peu des tendances actuelles. Et l'affiche du Midnight Garage, c'est des néons un petit peu dans les années 80. On reste un petit peu atmosphère. Nous a-t-il dit atmosphère Miami Vice, toutes ces tendances néons avec beaucoup de rose, beaucoup de bleu. C'est un peu les couleurs des années 80, Mickaël, qui ornaient les carénages de nombreuses sportives. Alors sur les couleurs des années 80, les couleurs roses, fluo, tout ça, pour moi, ça arrive un tout petit peu plus tard, comme le disait Jean-Georges. C'est plutôt début des années 90, 92 avec les premières GSXR 750 liquides qui étaient fuchsia, rose, violet. Le fameux modèle noir et fuchsia. Voilà, violet, les GSX 750F aussi qui étaient des Suzuki plus routières, des GSXR un peu plus routières. Donc ça arrive plutôt à ce moment-là, les motos des années 80, le pur et dur des années 80. C'est comme celle-ci là. Voilà, ouais, c'est la Katana au début, on va faire une incursion chez Yamaha avec les VMAX un peu plus tard. Ce sont toutes ces motos-là qui avaient encore des coloris traditionnels. En revanche, on s'en souvient parce que nous on était gamins dans ces années-là. La mode vestimentaire, oui, était fluo, avec des couleurs fuchsia terribles qu'on devait porter bien malgré nous, quoi. on sent la frustration. J'étais traumatisé, moi qui rêvais d'être motard. Les couleurs fuchsia fluo des années 80, c'était pas simple. Les gilets jaunes avant l'heure.
Le gilet jaune avant l'heure, ouais, du fluo partout. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu des tendances assez surprenantes où Suzuki mariait des couleurs. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de la GSX-R 1100 qui arrivait chez nous avec une fourche bleue, avec une fourche violette, rose, je sais pas si on peut vraiment dire là, parce que c'est le marché allemand et Dieu sait si les Allemands avaient des goûts un peu particuliers à ce moment-là qui faisaient un petit peu foi et on se retrouvait avec des mariages un peu surprenants. Et le marché allemand, oui, on doit le design de la katana, c'était pour les Allemands au départ. J'ai possédé une GSX 1100 EF avec un 1135 qui est un super moteur, mais c'était un design carré sauf le phare qui était rond, une moto unanimement saluée par la presse comme étant une moto moche, un design qui était effectivement aussi, pensé au début pour les Allemands. La DR800 aussi. Ouais, à la base. La katana, elle avait... Alors, c'est toujours pareil, elle avait une esthétique tranchée, on va dire, sans mauvais jeu de mots, cette fois. et ça marche ou ça marche pas. Donc, forcément, après, le positionnement, il est comment difficile. Expliquer qu'une moto qui n'a pas eu un succès commercial revient sur le devant de la scène et plaît, c'est presque unanime. La nostalgie. Oui, c'est ce goût du néo-rétro, mais qui, en fait, va passer les décennies. On a eu les années Café Racer, c'était les années 50-60. On est aujourd'hui Scrambler, on est années 60-70. Et petit à petit, on va aller vers les années 80, où on va avoir tout ce design des motos Martin, par exemple, qui sont nées dans les années 70, mais qui, jusqu'à la sortie de la GSX-R 750 en 85, était avec là pour le coup des peintures flashy, paillettes, voilà. Et puis après les cadres tubulaires qui serraient les moteurs d'origine avec les têtes de fourche énormes. Et on peut dire que c'est la GSX-R 750 sortie en 85 qui a mis à terre ce type de préparateur, puisque leur savoir-faire c'était de refaire des cadres pour des motos qui à l'époque ne tenaient pas la route, quoi. Ah ouais. Et voilà. puis on va revoir aussi des carénages Roca, voilà. Tout ça. Donc, et après c'est dans les années 90, début 90 où la moto s'est emparée de ces couleurs flashy. On est parti dans tous les sens avec les Roca, avec les Suze, on citait tout à l'heure, et vraiment avec des coloris qui explosaient, quoi. On a tout testé à cette époque-là. Après, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça refonctionne tout de suite. Je pense qu'on est, comme disait Mickaël, plus dans un esprit. Donc à ce moment-là, c'est plus une vision de la moto plus qu'un code couleur à adopter, je pense. Et puis je crois qu'on est à la recherche d'un esprit des années 80. C'est-à-dire que les années 80, c'est les dernières années de totale liberté à moto. Pas de radar ou peu de radar, très peu de sanctions, enfin les sanctions n'étaient pas importantes. Le bridage, c'est quelle année 85 hein, voilà, bridage 85, c'était une course à la puissance, on roulait vite partout, tout le temps, enfin c'était cette image-là qui était véhiculée. Une bonne moto, c'était la plus rapide. Et je me rappelle même que chez Motorevue, il y avait eu un Paris-Londres plus vite que l'avion avec une RG 500. Paris-Londres plus vite que l'avion. Ouais, parce que j'avais eu connaissance d'un Paris-TGV. Paris-Lyon, la première fois c'était Paris-Lyon plus vite que le TGV, après ils ont fait Paris-Marseille, et une année ils ont fait Paris-Londres plus vite que l'avion, en faisant traverser la RGV, lui faisant traverser la Manche en hélicoptère. Voilà. Mais la RGV à l'époque c'était esprit 80s. Et alors c'est un esprit que j'ai retrouvé avec beaucoup de bonheur cet été en allant sur le championnat du monde de wheeling à Elvington au nord de l'Angleterre pour un sujet pour Motorevue, où là on retrouve alors là c'est le palais de la Suzuki, puisque cette année pour la première fois en 15 ans à peu près de mémoire c'est une Kawasaki qui gagne, mais sinon ce n'est que de la Suzuki, Hayabusa Turbo, GSX-R Turbo, et là c'est le palais de la Turbo. Tu te rappelles des vitesses de pointe atteintes en wheeling? En wheeling, il dépasse de 200 miles, c'est 216 miles le record, ça doit faire 340 à peu près en wheeling. Hein. Alors c'est le wheeling assez bas la roue est assez basse parce que justement... qu'ils doivent le tenir sur 1 km. Hein, voilà, le but c'est de passer une cellule, ils ont 1 km à parcourir en wheeling, et la roue, donc elle n'est pas très haute, mais c'est des vitesses incroyables. Et donc là, le palais de la GSX-R avec un esprit très années 80, très bonne franquette, très sympa, super quoi. Il y a un préparateur belge qui s'appelle Workhorse Speed Shop, Brice Bert, qui refabrique des racers japonais des années 80, notamment une 90 Valvoline. Il est vraiment focalisé sur ces motos. Il y a aussi Icon qui a refabriqué un carénage années 80 autour d'une base de Bandit 1200. Donc c'est vraiment, on sent poindre une tendance tout de même. C'est-à-dire qu'aussi je pense que les constructeurs, ils ont besoin de concepts marketing. Ils viennent puiser dans l'histoire, comme les cafés racers, comme les scramblers, ils viennent chercher dans du passé. Et donc au fur et à mesure, on avance dans le temps. Et aujourd'hui, les années 80, Suzuki le prouve avec sa katana qu'ils ont présenté cette année,
ils viennent chercher des codes, des idées, des inspirations en allant chercher cette fibre pour des gens qui sont les quadras, quinquas, aujourd'hui ont été gamins, ados, ont rêvé sur cette période-là. C'est leur clientèle. La mode est un éternel recommencement et je pense que Michael a mis le doigt dessus, c'est-à-dire qu'à l'époque où les gamins qui avaient 10-12 ans ne pouvaient pas accéder à ces motos forcément, aujourd'hui ils sont quinquagénaires et ils ont envie de se faire plaisir avec leur moto de leur jeunesse entre guillemets. Mais après ça a des limites quand on voit par exemple tout ce qu'a décliné BMW autour de la 90 avec le Café Racer, avec le Scrambler. Mais ça marche. Jusqu'à l'overdose. Mais on commence à réguler là quand même. Mais après, je pense que, excuse-moi, je te prie, vas-y. Non, vas-y. Je pense que Suzuki a vraiment une carte à jouer sur les années 80. Parce que c'est une marque qui a vraiment cet esprit, cet ADN années 80, début 90. Ils ont explosé avec les GSX-R. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de motards de notre génération, les années 80 sont intimement liées à Suzuki. Je l'ai vu encore, je vous dis, cette année-là au championnat du monde de wheeling en Angleterre, où c'était vraiment le royaume de Suzuki. Et si Suzuki Japon sent bien cette tendance, ils ont vraiment des cartes à jouer parce qu'ils ont cette image-là. C'est ce que tu penses, Henri. Suzuki, il ne faut pas avoir raison trop tôt, hein, mais Oui. est-ce que Suzuki a une carte à jouer? En fait, déjà, il la joue bien parce que déjà, on en parle. Voilà, déjà, le katana, ça y est, ça a été le sujet dans le salon de moto à Paris. Pour voir la katana, tout le monde voulait ça. Ça a été teasé un petit peu avant, voilà. Via le préparateur italien, je crois, c'était ça. Voilà. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est que Suzuki a raison de marcher sur les années 80, de foncer dessus, parce que ça fait parler déjà. C'est une génération qui, comme moi, qui suis né en 86, forcément, en 86, bon, j'étais encore jeune, hein, voilà. Mais voilà, quand j'étais en 91, 92... T'as pas vu la naissance de la GSX-R 750? Non, mais je suis né en même temps que la 1100, donc voilà, je suis assez bien. fier. Voilà. Bravo. Mais merci. Et le truc, c'est que moi, depuis tout petit dans ce magasin, Suzuki La Défense, quand je rentrais de l'école primaire... voilà, je voyais toutes les motos, j'étais forcément au courant des documentations. Donc forcément, j'ai connu ces motos-là qui, quand j'étais tout petit, elles faisaient waouh. Voilà, et maintenant, notre génération de motards, les années 80, forcément, ça revient là. Comme les jeux vidéo, hein, pareil, même principe. Il y a beaucoup de remakes. Voilà, c'est très bien. D'accord, eh bien, on va suivre toute cette tendance Suzuki. C'est ce qu'on souhaite à Suzuki, de un petit peu rebondir et de flirter, de surfer sur cette tendance années 80 qui arrive. Merci Henri de nous avoir accueillis dans cette très belle et emblématique concession Suzuki La Défense. Merci à toi d'être venu. Merci Mickaël pour tes éclairages de connaisseurs sur la moto. Merci, c'est toujours sympa de venir. C'est l'effervescence sur le salon Moto Légende avec la venue de Giacomo Agosti. Bonjour Giacomo. Ciao, ciao à tutti. Merci Bonsoir. de nous rejoindre sur le plateau de Sans Merci Concession. Avec nous également Michel Turcot, une autre légende des Grands Prix. Ouais, c'est ça, en devenir. En devenir. Michel, Giacomo, c'est le plus grand pilote de tous les temps au niveau du palmarès. En tout cas, c'est le premier pilote que j'ai vu courir. Parce que j'ai vu mon premier Grand Prix au circuit Paul Ricard en 1975. Moi j'étais grand comme ça. Petit, hein, tu étais petit. C'était pas une très bonne journée pour toi. Non. Tu te souviens? Je suis tombé, non, je pense. Non, il y avait un certain Johnny Cecotto qui t'avait fait du mal ce jour-là. Oui, dans la Tour 105. 75, ouais. Ah oui, tu sais, tu ne peux pas gagner toujours. Hein. Dans un temps, il faut arriver deuxième ou troisième. Oui, puis tous les champions, ils ont un jour un petit jeune qui vient un peu leur casser les pieds. Hein. Oui, c'est la vie, mais c'est normal, c'est normal. Tu sais, c'est un sport de jeunes. Alors quand tu arrives à un âge, il faut donner la rue à les jeunes pilotes. C'est un message pour Valentino, ça, non? Oh, Valentino, tu sais, chacun il fait comme il veut. Valentino, il a envie encore de courir. Mais aussi, Valentino, ils savent qu'il a des jeunes là, de battre. Et toujours, c'est difficile. C'est la vie. On ne peut pas durer toute la vie, ça c'est dommage. Michel, dans le paddock, on parle encore de Giacomo. Ah oui, Giacomo, tu l'as dit, 122 victoires, il n'y a personne qui a fait mieux. 123. 123. Parce qu'avant, nous avons oublié une. C'est la victoire qu'on discute. Non, c'est dans le 750, c'est une course de championnat du monde. Oui, d'ailleurs, les Français ont eu leur premier champion du monde en 750. Sur les tablettes, Patrick Ponce, il n'est pas champion du monde parce que c'était une coupe FIM, mais c'est quand même effectivement
C'était une course La de championnat du monde. 123e victoire, c'est avec celle-ci. Ouais. Mais officiellement, Oui, c'est vrai. officiellement à la FIM, c'est pas une victoire. Non, la FIM, il m'a donné il m'a envoyé, oui, il m'a envoyé on va remettre les 123. On va remettre les tablettes à jour. Oui, parce que c'est une course de championnat du monde. C'était la 705e. Aussi aujourd'hui, il a couru avec la 500, le MotoGP avec la 800, avec la 1000. La 750, c'était une coupe. Non. Pour donner une précision, à partir de 74, c'était effectivement la Formule 750. Et en 77 a été instauré le championnat du monde 750, qui a duré jusqu'en 79, 3 saisons. En 77, c'est Steve Baker qui a été champion du monde. Giacomo a terminé 3e. En 78, c'est Johnny Cecotto. Et en 79, Patrick Ponce. Est-ce que c'est un championnat du monde? C'est pas un championnat du monde officiellement reconnu par la FIM? Non, oui. Si, maintenant, oui. Ah oui, c'est FIM. C'est quand même une coupe, c'est une coupe du monde. Non, c'est un championnat du monde. C'est bien, on a le débat. Peu importe, 122, 123. C'était une course de FIM, champion du monde. C'est pas été la Superbike comme elle est aujourd'hui. Non, mais bon, bref. Peu importe, 122, 123. En tout cas, tu as toujours le record. Mais derrière toi, il y en a quand même qui essayent de te rattraper. Ah oui. Il y en a un qui est plus très loin, mais ça va être difficile, c'est Valentino. Par contre, il y en a un qui est encore loin. Mais un certain Marquez, tu devrais t'en méfier quand même. Ah oui, je pense que tu le crains plus que Valentino, non? Je sais que lui, il peut gagner. Je connais parce qu'il a gagné beaucoup, il est très jeune. Il a 25 ans. 25 ans. Il a déjà gagné 7 championnats du monde. Il est vite. Giacomo, Marquez, Valentino, quel est le meilleur pour toi? Oui, ils sont deux grands pilotes. Valentino, il était avant, aujourd'hui c'est Marquez, mais ils sont bien tous les deux. Qu'est-ce qui t'impressionne chez Marquez? C'est ce qu'il arrive à faire sur la moto. Toi, tu as vu tout un tas de pilotes amener des nouvelles choses. On a parlé de ça à Rinen, il y a eu Roberts, il y a eu plein d'écoles comme ça. Aujourd'hui, lui, il semble amener un nouveau pilotage avec ses rattrapages, le coude. Il a 3 points d'appui, voire 4 avec le genou, le coude. Qu'est-ce qu'il invente pour toi? Lui, il est un pilote agressif. Il aime toujours gagner, il aime toujours être là. Il a un grand talent. Ça, c'est la chose plus importante. Et aussi, il est toujours avec la moto. Toujours, je parlais avec son mécano, lui, il est toujours là. Et quand il arrive les motos dans l'Amérique ou quand il va en Malaisie et comme ça, lui, quand il arrive la moto, lui, il est là. Il est là, il regarde son moto comme ça. Il est encore très jeune et il aime, c'est comme son toys. Son jouet, oui. Oui, que lui, il est là toujours, il regarde. Et il n'a pas peur, il tombe. Il repart, il tombe encore, il repart. C'est fantastique. Il est toujours à la limite. Et dans la course, maintenant, il a commencé à user la tête. Giacomo, on a un pilote français qui était sur Yamaha, on a un autre qui arrive sur Yamaha en MotoGP, donc Zarco et Quartararo. Ils portent des noms italiens, tous les deux, Zarco et Quartararo. Quel regard tu portes sur ces pilotes? Non, j'ai vu Zarco, il a fait dans la Moto 2, il a fait le championnat, il a gagné le championnat du monde, il était très vite. Et maintenant en MotoGP, avec Yamaha, il a fait des grandes courses, il n'a pas gagné, mais il était toujours là. Et après, avant la fin de la saison, il était un peu tranquille. Mais le dernier, il a commencé, à Valencia, il est tombé, et maintenant il a une nouvelle histoire avec Captain. Il faut attendre, il faut savoir, tu sais, Captain, c'est une moto qui n'est pas encore à niveau de Yamaha, Honda et Ducati. J'espère que Captain aussi il arrive avec un bon moto. Je te pose cette question parce que nous on se demande si Zarco c'est le meilleur pilote français de tous les temps. Non. Est-ce que toi tu as connu des pilotes français j'ai connu beaucoup de pilotes français. Christian Saron, il était très très vite. Patrick Ponce, Ruggeri, l'autre Baldé aussi. Hubert Rigal. Hubert Rigal, oui, pas bien. On a couru ensemble, mais lui était plutôt devant.
Il n'a pas gagné le championnat du monde, mais il était vite. Quel était le plus coriace des Français? Zarco, maintenant, il est vite, il est bien. Tu sais, pour être là, il faut gagner. Tu sais, avec Yamaha, peut-être, il avait une belle moto. Il avait une bonne moto. Il était beaucoup de fois, il était avant Valentino et avant Vignales. Et maintenant, tu sais, avec KTM, maintenant KTM, il n'est pas à niveau des autres. Mais il faut attendre, il faut attendre. Quand vous faites des démonstrations sur les circuits, est-ce que vous chamaillez un peu comme à l'époque? Alors, je me suis arrêté et il ne faut pas faire comme je faisais avant. Première, parce que je n'ai pas l'âge. Et deuxième, si tu tombes quand tu as 20 ans, c'est une chose. Quand tu tombes, quand tu as 60 ou 70, c'est une autre. Alors il faut faire attention. C'est des fois, oui, j'ai envie d'attaquer, je fais 2-3 fois une fois en Angleterre avec Fury, avec tous les Anglais. J'ai essayé, après j'ai dit non, je suis stupide. Il ne faut pas faire comme ça parce que j'ai terminé, je n'ai pas l'âge de prendre des risques. Il faut faire des exhibitions, il faut faire des tours comme ça, sans prendre des risques. Laquelle est la plus agréable à piloter, celle-ci ou celle-ci? Les deux, peut-être. Ils sont les deux, peut-être là. Dépend aussi dans le circuit. Peut-être dans le circuit c'est mieux ça, dans l'autre c'est mieux l'autre. Il t'est arrivé de chuter récemment avec des motos en démonstration? Oui. Oui? Oui. Oui, c'est avec la MV Agusta, c'est bloqué la rue arrière, c'est bloqué. Oui? L'année dernière? Non, il a 3 années. 3 années à Goodwood. C'est ta dernière chute? Ah oui. J'espère. Ça t'a rappelé des souvenirs? Non, c'était parce que je descendais dans la montagne avec le moteur il ne marchait pas. Dans le moteur coupé, oui. Le moteur s'était coupé. Et la rue s'est bloqué, la rue, il m'a jeté à l'arrière et oui, j'ai fait une pas bonne chute. Pas vite, mais pas bon. Mais nos Yamaha sont bien préparés, en principe, il n'y a pas de problème technique. Il y a pas de... Hubert, une question. Quand quelqu'un comme Giacomo monte sur ces machines, c'est un peu beaucoup de pression pour toi pour les préparer, ces motos. Tout à fait, c'est pour ça, c'est ce que j'expliquais, c'est que les machines, tout ce qui est sécurité, freins, amortisseurs, c'est du moderne. On ne va pas faire rouler à Giacomo avec des freins qui ont 40 ans. Est-ce que d'autres pilotes que Giacomo pilotent ces machines? Tout à fait, en fait on a une dizaine de motos. On a quelques 500 YZR, mais qui sont compliqués à entretenir maintenant, parce qu'il y a beaucoup de magnésium, et le magnésium vieillit mal. Et on a des 750 au W31, comme celle-ci. Donc on a Christian Saron qui roule avec, Steve Baker, Johnny Cecotto. On a fait rouler Katayama aussi également. C'est à peu près toutes les mêmes motos. Voilà, et en principe, ça se passe bien. Il n'y a que Saron qui, lui, dès qu'il monte dessus, baisse la visière et il est parti pour un chrono. J'ai une dernière question, Giacomo. Est-ce que tu as pu rouler sur les MotoGP actuelles? Oui, j'ai essayé la moto de Valentino. J'ai essayé, je pense, Valentino, j'ai essayé la Ducati, je pense. Ouais. Et alors Oui, c'est fantastique. C'est beaucoup différent. La poisson, les freins, les pneus, le cadre, c'est beaucoup différent. J'aime pas l'électronique, parce que l'électronique, il fait beaucoup, et je suis habitué à faire moi-même tout. Et pour nous, l'électronique, c'est pas comment se dit ça? Il manque quelque chose. Oui, il faut entraîner pour faire ça. Et peut-être il faut naître avec les motos, avec l'électronique. Parce que tu sais, nous sommes habitués à rouler avec le poignet. Le poignet. Ouais. Ça maintenant tu fais comme ça et c'est l'électronique qui règle tout. Trop facile. Non, c'est pas facile parce que pour gagner c'est toujours difficile, mais c'est une habitude, c'est difficile pour nous que nous n'avons pas fait ça.
Sur nos motos, quand le troisième poil à partir du coude il se hérisse, c'est que c'est bon. Michel, une dernière question à Giacomo. On est sur le stand Yamaha, Giacomo, mais l'année prochaine, il y a une marque italienne qui a brillé avec toi, qui s'appelle MV Agusta, qui revient en compétition. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, tu sais, aujourd'hui c'est difficile parce que c'est le moteur. Le moteur, c'est tout le monde, il a le même moteur. Alors, tu sais, c'est très important quand une usine, tu fais les courses avec une usine qui fabrique le moteur. Mais aujourd'hui, le règlement de la fédération, c'est comme ça. Il faut que tu prennes le moteur pour tout le monde. C'est une chose que c'est comme Yamaha qui a un moteur Triumph. Ou c'est comme Ducati qui a un moteur KTM. Però tout le monde ils sont comme ça. Alors, MV Agusta, oui, c'est bien qu'il commence à rentrer. Peut-être un jour, il peut penser à faire des choses plus importantes, j'espère. Tu as vu la Super Veloce à Milan? Ah oui, c'est fantastique. Elle est belle? Belle, très belle. C'est une moto fantastique. Ça te parle? Oui, peut-être nous va faire une série de cette moto avec Ago, avec le nom Ago. Ah oui? Peut-être. Va voir. De toute façon, c'est une belle moto. Merci Giacomo, merci Hubert. Merci à vous. Merci Michel. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine dans Sans Concession. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à notre page Facebook et à notre page YouTube. À la semaine prochaine.